Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est super impressionnant de se retrouver sur une estrade. Que habituellement, moi je suis plutôt à écouter les gens, parce que c'est mon boulot. Et que dans l'intimité d'une chambre, c'est vachement plus facile d'écouter les gens, que ce soit les patients, que ce soit leur famille et leur désarroi. Et là, je me retrouve un peu de l'autre côté du miroir et c'est pas simple. Voilà, ça c'était pour camper un peu le décor. Du coup, moi j'ai 53 ans, je suis infirmière. Je sais toujours pas si je dois dire je suis ou j'étais. J'ai un parcours qui a été très chaotique puisque j'étais un cancre quand j'étais à l'école. Donc j'ai été virée très rapidement du système scolaire. J'ai commencé à travailler à 17 ans. J'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai été assistante maternelle. Ça m'a permis d'élever mes 2 enfants. Et de découvrir que les enfants c'était quelque chose de merveilleux. Et du coup, un petit peu tout naturellement, j'allais dire, j'ai passé mon diplôme pour être auxiliaire de puériculture. Et j'ai exercé pendant des années au sein d'une crèche collective. Et je découvre le monde du travail. Et une des premières choses que je découvre dans le monde du travail, c'est la maltraitance institutionnelle. Je suis très jeune à l'époque, mais déjà ça existait. Et la maltraitance, elle s'exerce à plusieurs niveaux. Elle s'exerce sur le personnel, à qui on en demande toujours plus, mais qui de toute façon ne fait pas bien. Et puis je le retrouve chez mes collègues qui sont à bout, qui crient sur les enfants. Je le retrouve quand moi-même je me retrouve avec un enfant coincé dans les bras, un autre sur un transat et un troisième que je berce sur le pied. Et en fait je me dis non, mais en fait je ne peux pas continuer comme ça. Moi ce que je veux c'est prendre soin des gens. Donc je vais devenir infirmière. Voilà comment est venue l'idée de devenir infirmière. Je rentre à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, avec cette idée que j'allais pouvoir prendre soin, d'une part, mais aussi et surtout, pour moi c'était un passeport liberté. Alors un passeport liberté, pourquoi? Parce que je me disais, le jour où je suis dans une institution où ça ne correspond pas à mes valeurs, je pourrais toujours partir, parce que du travail, quand on est infirmier, on en a toujours. Il y a toujours moyen de travailler, il y a toujours moyen d'être en accord avec ses valeurs. Ça, c'est ce à quoi je croyais. Bon, la suite nous prouvera que le passeport liberté est devenu un passeport sanitaire. Pendant mes études, je continue à percevoir des choses qui sont pas normales, qui viennent petit à petit s'insinuer dans ce qu'on essaye de nous enseigner dans les sciences humaines, dans le prendre soin. Et un jour, je suis en stage dans un institut qui fait de la pédopsychiatrie, qui accueille des enfants en grande souffrance psychique. Et nous avons la visite d'un monsieur de l'ARS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'ARS, c'est l'institution qui gère tous les hôpitaux, les EHPAD. Enfin voilà, c'est nos grands chefs qui, dans les bureaux, décident de ce qu'est notre métier et ce qu'est notre profession. Et là, éclate une dispute entre 2 jeunes qui se mettent à se battre. Et donc ce monsieur de l'ARS qui était là pour nous expliquer que dorénavant nous aurions une tarification à l'acte, c'est-à-dire que vous faites quelque chose, d'une part il faut l'écrire parce que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait, et qu'il fallait qu'on soit très rigoureux là-dedans. Donc les 2 jeunes se mettent à se battre et les 2 messieurs, donc le médecin psychiatre et le monsieur de l'ARS, sont sortis pour lui porter secours. En fait, le médecin psychiatre a juste eu le temps de dire « Attends !» et il était trop tard. Le monsieur de l'ARS venait de se faire arracher un petit bout ici, là.
Alors je raconte ça parce qu'en fait moi, sur le coup, ça m'a pas fait rire. Hein, voilà. Donc on a soigné le monsieur, mais quand même le médecin psychiatre qui était là, qui était quelqu'un d'assez génial, a osé lui poser la question et lui a dit mais ça, vous le codifiez comment? Cette question, moi j'étais encore étudiante, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de fois dans ma carrière qui allait venir où je devrais me la poser. C'est-à-dire que on m'a appris à codifier un pansement simple, un pansement complexe, tout ça on sait faire. Par contre, quand vous prenez le temps de discuter avec une famille qui est dans le désarroi, ben ça c'est pas codifié. Ça n'existe pas. Le temps que vous y passez, ils en ont rien à foutre. Bref, je finis par décrocher mon diplôme et là je décide d'aller travailler dans un grand CHU à Marseille, dans un service de réanimation pédiatrique, néonatale et grand brûlé enfants. Un service qui est loin d'être simple, qui est très difficile psychiquement. Mais je décide d'y aller pour une raison toute simple, c'est que ce service est le seul service de réanimation de la région PACA qui a ce qu'on appelle une réanimation ouverte. C'est-à-dire que on me dit, mais tu verras, nous, on accueille les parents, tu peux les faire rentrer quand tu fais les soins. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants hospitalisés, mais en général, on vous dit non, vous restez dehors. Et là, je me dis, c'est génial. Là, je vais pouvoir le faire. J'ai vécu de très belles années dans ce service, avec des choses très, très difficiles, mais des choses vraiment magnifiques aussi. Et puis, pour des raisons personnelles, je déménage dans la Drôme. Je continue ma carrière à l'hôpital de Cré. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que, pareil, à l'époque, je reviens sur l'AREA, notre médecin réanimateur, chef de service, que ses pairs appelaient Dieu quand même. C'était un très très bon réanimateur, mais bon, un peu, voilà, compliqué. Nous interpelle en nous disant dorénavant il va falloir que vous soyez une infirmière pour 2 enfants et demi. On n'a jamais trop compris le et demi, mais bon, c'était comme ça. Il nous dit, vous comprenez, l'ARS, toujours eux, ils sont encore là. Le prix de revient de la journée en réa chez nous, c'est 3 200 €. À l'époque, hein, ça date un petit peu. Et dans la réanimation à Aix, hein, le prix de revient, il est à 1 200. On lui dit, oui, mais monsieur, quand ton enfant va pas bien à la réa d'Aix, c'est quand même chez nous qu'il atterrit. Lui nous répond avec beaucoup de sincérité en nous disant, oui, ça, moi, je le sais. Par contre, à la RS, ils en ont rien à foutre. Un prix de revient de journée, c'est un prix de revient de journée. Point barre. Tant pis pour tous ceux qui... Bon, bref. Donc du coup, j'arrive à l'hôpital de Cré. Là, c'est assez magique. On me rachète. Ouais, parce que je devais des années aux hôpitaux publics de Marseille. Donc on me rachète 25 000 €. Presque l'impression d'être un joueur de foot. Avec un zéro en moins. Je trouve pas ça très cohérent avec le fait qu'on doit être une infirmière pour 2 enfants et demi, tout ça. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Je suis passée par beaucoup de services. Je suis passée par beaucoup de maltraitance qui continue, qui s'aggrave, qui s'empire. Je pourrais passer des heures à vous en parler, mais je pense que ça apporterait pas forcément d'eau au moulin. On a tous vu nos conditions de travail qui se sont dégradées petit à petit, avec toujours cette idée que notre travail n'est pas d'être auprès du patient
et de lui apporter du soin. Notre travail, c'est de noter sur notre ordinateur que nous avons bien fait des actes. Et je passe de moins en moins de temps avec mes patients. Et j'ai des patients qui me disent « Oui, mais on vous voit toujours courir et puis vous passez en courant d'air. » Et vous les regardez et vous dites « Oui, je sais, je vais passer et je passerai en courant d'air. » Il arrive un moment où tout ça devient très difficilement acceptable. Quand on a quelques valeurs et qu'on n'a pas fait infirmière pour faire ça. Il arrive un moment dans ma vie qui est quand même une étape importante et que je voudrais vous en parler parce que c'est vraiment un moment qui a changé le cours de ma vie et dont vous avez sûrement dû entendre parler, qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes. Je regarde ça un petit peu amusé dans un premier temps, et puis j'y mets un doigt, et puis un bras, et puis voilà. Et là je rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui se battent pour la défense du service public, qui savent ce que ça veut dire, qui comprennent quand je leur parle. Je trouve une famille. Et je me dis, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Et pourtant, le service public, c'était vraiment quelque chose à quoi je tenais. Parce qu'on ne faisait pas de discrimination, parce qu'on faisait rentrer tout le monde, parce qu'on soignait tout le monde. Et je quitte le navire. Et je quitte le navire grâce à cette famille qui me fait prendre conscience que on peut être maître de sa vie et on peut choisir. Ou continuer ou faire autrement. Donc je choisis de faire autrement. Je prends une dispo de la fonction publique hospitalière après avoir exercé pendant 16 années. Donc ça c'est en 2019, fin 2019. Et du coup je fais des remplacements en CDD sur divers établissements du secteur qui s'appellent des EHPAD, donc ce qu'on appelait avant les maisons de retraite et les IME qui accueillent des enfants handicapés. Et puis arrive ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le Covid. Je suis comme tout le monde, j'y connais rien. Je travaille en EHPAD et la première chose que l'on fait, c'est qu'on boucle les patients. Tous les résidents sont enfermés dans leur chambre. Pas pendant quelques heures ou pendant quelques jours, non, pendant toute la durée du confinement. Et moi je cherche à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je vais dans les chambres et puis je trouve une mamie qui me dit mais enlevez votre masque, je vous comprends pas, elle est sourde comme beaucoup à son âge. Et puis et je répète, je lui dis mais je peux pas madame, j'ai pas le droit. Et elle me dit mais moi je vous comprends pas, enlevez votre masque. Et là le réflexe, je baisse le masque et je lui dis mais je peux pas madame, j'ai pas le droit. Et cette dame m'a donné une grande leçon. Elle m'a répondu vous savez j'ai 90 ans. Je vais mourir. Par contre je veux vivre, je veux pas survivre. C'est très difficile après de continuer et de se dire mais moi je suis à quelle place dans tout ça? À quoi je suis en train de collaborer quand je fais ça? C'est quoi le sens de ce que je fais? Je ne vois pas le sens, on est d'accord? D'autant qu'on reçoit des directives et des contre-directives qui viennent toujours de nos amis de l'ARS qui vous font parvenir une note de service et puis 2 heures après ou le lendemain une autre qui contredit la première, et quand vous demandez au directeur de l'établissement, il vous dit encore autre chose.
Sauf que moi je sais que si quelque chose se passe dans l'établissement et que si jamais il y a un problème, c'est pas sur le directeur qu'on va taper, c'est sur moi. Et comment faire avec tout ça? Je ne sais pas. J'essaye de faire pour le mieux. Je remercie au passage toutes les petites mains parce qu'on l'a oublié, mais nous c'est les petites couturières du coin, du village d'à côté qui nous avaient fait les premiers masques. Et on avait des sacs poubelles dans lesquels on macérait pour pouvoir rentrer dans les chambres. Et puis arrive, donc je vais passer sur ces conditions voilà, qui ont été tout au long de cette crise, entre guillemets. Je vais mettre des guillemets, je suis désolée, mais voilà. Je vais un peu passer là-dessus jusqu'au moment où on organise la campagne de vaccination parce qu'enfin on a un vaccin. Là c'est absolument merveilleux. Dans tous les EHPAD où je travaille, on nous met des affiches à l'intention de tous les résidents pour leur expliquer qu'ils vont être vaccinés, mais que ça sera volontaire, que ça sera avec leur consentement éclairé, et qu'une consultation médicale préalable sera organisée pour chacun d'entre eux, et qu'ils devront voir leur médecin avant d'être vaccinés. Il se trouve que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'on a pris une matinée ou une journée selon les établissements et le nombre de résidents et qu'on a vacciné massivement à la chaîne et qu'effectivement le consentement éclairé c'était de dire ça vous va ma petite mamie, on va vous vacciner parce que vous savez ce virus est très dangereux. Voilà. Juste pour information, à ce moment-là, moi j'ai dit à mes collègues, mon carnet de santé est à jour, j'ai toutes mes vaccinations. Mais j'ai dit à mes collègues, je refuse de faire celle-là, vous me laissez tout le service, je prends tous les soins que vous voulez, je ne vaccine pas. Après on m'a dit... oui, bien maintenant qu'ils sont vaccinés, il faut encore plus les protéger. Allez comprendre. Donc pour qu'ils puissent voir leur famille, eh ben, il va falloir que vous demandiez aux familles la vérification de leur passe sanitaire. Je suis pas flic. Je suis pas flic et je me refuse. Vraiment parce que c'est une valeur de discriminer quelqu'un et de lui interdire de voir un proche parce que moi je l'ai décidé ou parce que l'État l'a décidé. On est en EHPAD et je crois que c'est Bernard qui disait c'est leur maison. C'est leur maison. Donc moi je vais interdire à quelqu'un de sa famille de venir au sein de sa maison. Bon bref. Ça a continué comme ça, les aberrations, et moi j'ai appelé ça l'absurdie. J'avais l'impression que c'était un monde complètement absurde qui n'avait plus aucun sens. Déjà que ça n'en avait pas beaucoup avant, mais là on avait atteint des sommets. Puis est arrivé le 15 septembre. Et tous les établissements pour lesquels je travaillais ont annulé tous mes contrats. À ce jour, je ne suis toujours pas arrivée à avoir des droits au chômage. Donc je n'ai plus rien, même si je ne suis pas suspendue. Et je n'ai surtout plus l'autorisation d'exercer mon métier. Voilà. Ça, c'est la situation actuelle. En fait, ce couperet, c'était vraiment la bourse ou la vie. Et en fait, c'était pas la bourse ou la vie, c'était la bourse et la vie. C'est-à-dire, je vais te prendre ton fric, je vais te mettre ta vie professionnelle et ta vie familiale et toute ta vie, je vais te l'anéantir. C'était ça que ça voulait dire. Tu n'as plus aucune possibilité.
Mon passeport liberté que j'avais imaginé 15 ans, 20 ans, il était vraiment loin. En tout cas, aujourd'hui, on est encore là. Et ça me fait penser à une petite chanson. On est là, on est là. Travailleurs et pour un monde meilleur, même si on ne veut pas, nous on est